Nicolas Pouvremontier, notre invité aussi pour cette deuxième heure. Bonjour Nicolas, je rappelle que vous dirigez l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Alors on vous a sollicité parce que vous signez une tribune chez nos confrères du Figaro dans laquelle vous nous donnez ce chiffre choc, ce bond de 150% en l'espace de 20 ans. C'est le taux d'immigration en provenance d'Afrique subsaharienne. On aura un éclairage et des documents qu'Éric Tegner a tournés il y a quelques temps déjà, quelques années même, sur ce qui se passe sur ces routes migratoires que vous décrivez, donc celles qui viennent des confins et après le Sahara, comment ils font pour remonter. Mais quand même, pour avoir une vision un peu plus globale, qu'est-ce qu'il faut retenir comme chiffre? Quelles sont les destinations, les pays les plus pourvoyeurs de migrants aujourd'hui dans cette zone? Écoutez, alors, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que cette zone est celle qui joue le plus grand rôle dans l'accélération de l'immigration en France. Ouais. On a beaucoup parlé ces derniers mois d'autres pays d'origine, à commencer par l'Algérie, et pour des raisons très évidentes et très légitimes. Mais la nouveauté marquante des 2 dernières décennies, c'est vraiment cette poussée de l'immigration d'Afrique subsaharienne. Vous l'avez dit, nombre d'immigrés subsahariens qui a augmenté de 150% en 20 ans. Parmi les principaux pays pourvoyeurs de ces flux, on trouve le Cameroun, la Guinée, la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on voit à l'écran là. Bien sûr, la République démocratique du Congo aussi, qui compte maintenant parmi les pays d'origine les plus nombreux des demandeurs d'asile, parce que là, certaines régions de la RDC sont ravagées depuis des années maintenant par une guerre terrible. Mais au-delà de ces explications ponctuelles et par pays, il y a vraiment un double déséquilibre qui explique cette croissance globale des flux d'Afrique subsaharienne. D'une part, un déséquilibre économique, bien sûr, un déséquilibre des niveaux de vie. Le PIB par habitant du Mali, par exemple, est 50 fois inférieur à celui de la France. Et c'est bien cette motivation économique au sens du niveau de vie qui est le moteur principal des flux qui partent de ces pays. Et il y a un deuxième déséquilibre qui, celui-là, va bien durer un siècle, qui est le déséquilibre démographique. C'est-à-dire que l'Afrique subsaharienne, c'est la région du monde dont la population croît le plus vite. Vous voyez, par exemple, les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie sont passés sous le seuil de renouvellement des générations. À l'inverse, si vous prenez les pays du monde qui ont le plus fort indice de fécondité, c'est-à-dire le plus haut nombre d'enfants par femme, la majorité sont des pays d'Afrique. La machine n'est pas prête de s'enrayer, si je puis dire. Revenons à ces chiffres. Là, ce sont les premiers titres de séjour délivrés en 2025. Quand on prend, il y a beaucoup de gens qui candidatent au titre de l'asile politique. Ils disent qu'ils sont des exilés politiques, etc. Là, s'agissant de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, on ne peut pas franchement le dire. Moi, il y a autre chose qui m'interpelle plus, c'est que je sais que le Mali est un pays très pourvoyeur d'immigration. Je crois que c'est la première population immigrée subsaharienne historiquement en France. C'est un pays qui désormais est en guerre. Donc il va y avoir sans doute un afflux de demandes et de cas qui pourront être considérés à ce titre, n'est-ce pas? Clairement, c'est-à-dire que parmi les principaux motifs qui sont évoqués à l'appui des titres de séjour nouveaux accordés aux immigrés d'Afrique subsaharienne, il y a une forte surreprésentation des motifs familiaux et des motifs humanitaires, c'est-à-dire le droit d'asile. J'évoquais la République démocratique du Congo. Il y a certes la guerre, mais en fait, dans les motifs avancés, il y a généralement des violences conjugales, des persécutions intrafamiliales, des choses qui n'ont pas de lien direct avec les conflits armés. Mais il va de soi que la déstabilisation grandissante d'un certain nombre de pays, le Mali au premier chef, va aussi être un élément qui a vocation à amplifier. Dans le cas du Congo, de la RDC, c'est plus limité à l'Est, aux régions de l'Est qui sont limitrophes du Rwanda, puisque c'est là que, vers Goma, que tout à fait. Mais du fait de l'état actuel du droit de l'asile, dont on a souvent l'occasion de parler, en dehors même de ces régions de conflit, il y a une part importante de la population de la République démocratique du Congo qui remplit les critères pour avoir l'asile en France. Alors, Éric Tegner, je vous le disais, est allé au Sénégal il y a quelque temps pour enquêter sur les motivations de ceux qui tentent de rejoindre la France. Et je dis la France à dessein parce que vous allez voir au fil des témoignages que c'est vraiment notre pays qui est quand même la destination de choix, la destination la plus prisée. Écoutons Abdoulaye, qui est un passeur, qui se présente comme un passeur et qui lui dit ceci. Je m'appelle Abdoulaye Sall. Métier passeur bi métier la bi nga xam ni ni mu ci duggee dañ ci dugg accidentellement. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent aller en Europe, précisément en France? Et pourquoi? Bon, li nga fi ñu toll moom en France fii yëpp rêvé ñun di rêvé génn Afrique. Je parle pas du Sénégal damay wax ci Afrique ñëpp rêvé nañu génn dem surtout bu gars yi bëgg nañ dem France parce que maanaam bu ñu fa demee foofu au moins tu seras bien traité waaw que fii. Vous êtes au courant qu'en France il y a des aides sociales par exemple? Oui loolu nee ko loolu dégg nañ ko parce que am nañu ay copains yoo xam ne ci gaal gi la ñu jaare woon après France lu mu mujjee am naa ñu nekk ay Montpellier ñu nekk Nantes ñoo xam ni liggéey bii la ñu nekkoon doon def mais bi ñu demee am nañu chance dugg. Et tu penses que ça pousse des Sénégalais à se dire on veut aller en France, ça les motive? Oui,
de jour en jour chaque jour que je fais moom loolu rêve la n'a jamais changé. Publique. De toute façon, il y a la diaspora qui leur fait des retours sur la manière dont ils vivent là-bas. Et puis surtout, il y a ce qu'on appelle les retours de fonds, de salaire, via les transferts familiaux, qui leur fait miroiter aussi cette possibilité. Tout à fait, les transferts financiers qui jouent un rôle important dans l'économie d'un certain nombre de pays d'origine. C'est amusant que le passeur qu'Éric Tegner ait pu interroger parle de Nantes, parce que Nantes, ça fait partie des villes de France qui ont reçu le plus largement l'immigration subsaharienne depuis 20 ans. La population immigrée à Nantes a doublé en 20 ans, et la principale population immigrés de la ville, ce sont maintenant les immigrés d'Afrique subsaharienne. Et vous avez raison, Nelly, de pointer les effets de diaspora et de communication entre la France et les pays d'origine. La France a déjà de loin l'immigration la plus africaine d'Europe, 3 fois la moyenne de l'Union européenne. Pour des raisons historiques aussi. Pour des raisons historiques qui s'entendent complètement, ça, ouais. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est 3 fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des natifs d'Afrique dans la population immigrée. Et la mécanique des flux, c'est que l'immigration attire l'immigration. Le fait qu'une diaspora d'un pays d'origine soit déjà très installée dans un pays de destination, ça implique que les nouveaux flux en provenance de ce pays d'origine vont de préférence se diriger vers ces pays, d'autant plus quand il y a un fort facteur d'attractivité sanitaire et sociale. Regardez aussi les motifs de la délivrance des premiers titres. Pour rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas évidemment que l'asile politique, mais l'humanitaire, ça représente quand même 24%. Le motif économique, 13%. Le regroupement familial, 23%. Les étudiants, ça c'est important, Jean-Claude a commenté, c'est 30%, sachant que la plupart du temps, on a les retours, souvent lorsqu'il s'agit des OQTF aussi. Ceux qui viennent pour des motifs étudiants ont vocation à repartir dans leur pays d'origine, ce qu'ils font très rarement. Donc c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à aller chercher aussi, mon cher Jean-Claude. Humanitaire, 24%. C'est différent de quand même. Ça augmente. Familial, 23%. C'est quoi humanitaire? Humanitaire, c'est très essentiellement le droit d'asile. C'est quasi exclusivement le droit d'asile, avec également les titres de séjour pour soins, les fameux titres étrangers malades, mais qui sont très minoritaires. Olivier, peut-être un petit regard ou un commentaire déjà sur ce qu'a dit Nicolas? Oui, alors effectivement, on voit bien que c'est une mécanique qui malheureusement, avec la démographie, va continuer, et que si on n'est pas en capacité, nous, de s'armer justement pour soit avoir peut-être des droits sociaux qui ne soient pas automatiques dès l'arrivée. Et donc, c'est ce qu'avait fait par exemple le Canada en disant que certains droits sociaux, il fallait quelques années avant de pouvoir y accéder, ce qui évite le syndrome peau de miel. On aura du mal. Et pour les étudiants, effectivement, on le sait, malheureusement, la France est pas attractive pour les meilleurs étudiants, mais elle est attractive en première année. Et très souvent, on perd après les gens. D'autres pays ont choisi de recruter des masters, des étudiants de bon niveau. Nous, on ouvre dès la première année, et très souvent, justement, au moment où ils sont en capacité d'apporter quelque chose à l'économie, et ben on les perd. Ou pour ces étudiants-là, c'est leur pays qui les perdent. Autre son assez court, mais là on est sur l'île de Lampedusa, donc on change de lieu, on est en Méditerranée, et vous allez voir les aides sociales, vraiment c'est ce qui recueille le plus l'assentiment de ceux qui candidatent au voyage. Et là, vous voulez aller où? Dans quel pays? Moi, je veux aller en France. En France? Pourquoi en France? C'est là, en France, c'est un pays du rêve depuis longtemps. C'est là où je pratique le football. C'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale, dans tous les pays. Donc pour les aides sociales aussi? Bien sûr, ouais. Et puis ils ont intégré pour la plupart qu'on peut vivre simplement sur les aides sociales en fait. Écoutez, moi je ne vais pas tourner autour du pot. La politique migratoire de ce pays est une folie. Et c'est une folie depuis des décennies, et plus encore depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, c'est-à-dire depuis 9 ans. Enfin écoutez, on a 3 500 milliards de dettes, d'accord? On n'a plus les moyens de leur donner des aides sociales. On n'a plus les moyens de les loger. Est-ce que vous savez qu'il y a près de 3 millions de Français, 3 millions de Français, d'accord, de Français qui attendent un logement social? 3 millions. On n'a plus les moyens de les loger. On n'a plus les moyens de les soigner. Regardez l'état de nos hôpitaux. On n'a plus les moyens de scolariser leurs enfants. Regardez l'état de nos écoles. Nous n'avons plus les moyens de les accueillir. Et nous n'avons pas non plus, et c'est encore plus grave, les moyens de les assimiler. Et donc, on sait qu'une partie de cette population, pas tous naturellement, parce qu'il ne s'agit pas d'assimiler qui que ce soit, d'essentialiser, pardon, qui que ce soit, mais nous n'avons plus les moyens de les assimiler. Donc, on sait qu'une partie de ces personnes va poser problème, et qu'il y aura là encore un lien entre une partie de cette immigration et une partie de la délinquance et de la criminalité. Donc oui, c'est une folie. Qu'on n'a pas encore entendu, je reviens vers vous bien sûr, Nicolas. C'est une folie, on a évoqué l'État-providence qui sert d'aimant pour tous les étrangers du monde entier. On a évoqué le laxisme migratoire aux frontières qui sont des passoires et qui sont malheureusement... Et Frontex qui ne sert à rien, il faut le dire. Et puis le laxisme judiciaire. Un exemple par exemple récent, qui d'ailleurs n'est pas sorti. Le 15 février dernier, un passager britannique qui accompagnait 2 femmes détentrices de passeports suédois usurpés a été interpellé à Roissy
aux frontières intérieures de la France. Il a reconnu travailler pour une filière d'immigration irrégulière basée en Somalie depuis 2 ans et avoir pris en charge une vingtaine de migrants moyennant la somme de 1 500 € par candidat à l'immigration. 2 jours plus tard, il était déféré devant le tribunal de Bobigny, placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement. Ça veut dire qu'il a été relâché dans la nature. Donc vous avez le laxisme migratoire couplé au laxisme judiciaire qui ont transformé la France en une gigantesque zone de non-droit pour près d'1 million de clandestins. Bon, pourquoi je disais les aides sociales, parfois ça suffit à vivre, parce que aussi dans les études qu'on voit concernant cette proportion immigrée subsaharienne, le chômage chez ces migrants est 2 fois plus important que dans la population française. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils sont là, ils arrivent à vivre ou à survivre sans travailler, donc sans participer aussi à la croissance de l'économie. Tout le monde ne travaille pas au black dans les restaurants. Il faut arrêter de se mentir aussi là-dessus. Évidemment qu'il y a des gens qui travaillent sérieusement et qui essaient de s'en sortir. Mais c'est pas non plus l'immense majorité de tous. Et puis derrière, il y a aussi le parc immobilier, le logement social qui est pour une large partie occupé par ces populations. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a un double effet. En amont, il y a effectivement une très faible intégration de cette immigration sur le marché du travail. Vous l'avez dit, le taux de chômage de ces immigrés subsahariens, c'est le double de celui des personnes sans ascendance migratoire. À la 2e génération, c'est même le triple. Donc hélas, cette question de l'intégration dans l'emploi ne s'arrange pas d'une génération à l'autre. En amont, vous avez ça, et en aval, vous avez, du fait de cette situation, une très forte consommation des dépenses de solidarité. Et la question du logement social est vraiment l'incarnation de ça. C'est-à-dire que les immigrés d'Afrique subsaharienne sont ceux qui vivent le plus souvent en logement social. Vous avez 57% des immigrés maliens et sénégalais qui vivent en logement social. C'est 5 fois le taux des Français sans ascendance migratoire. Et évidemment, ça a des implications de toute nature sur la vie collective, sur les finances publiques et sur la cohésion sociale. Et sur l'intégration, etc. Bien sûr. Jean-Claude, un petit mot de commentaire. Oui, juste, déjà, vous pourriez me dire de quelle durée sont les titres de séjour qui sont décernés aux 300 et quelques mille qui sont arrivés l'année dernière? Par exemple, pour un étudiant, c'est conditionné à la réussite scolaire. Alors, non. Attends, mais c'est intéressant. Quelle durée? Plus personne. Alors, pour un étudiant, c'est généralement 1 an la première fois, mais avec des conditions de renouvellement qui sont très larges, y compris en cas d'échec universitaire. C'est-à-dire que pour ne pas avoir son titre étudiant renouvelé, il faut avoir redoublé plus de 3 fois la même année, plus de 3 fois. Écoutez, on ne va pas se mentir, ça a été le cas avec Dabia B, qui avait tué la petite Lola. Elle était là, elle n'allait pas en cours. Et personne n'est venu la chercher pour la renvoyer. Il y a à peine 2% des dossiers de renouvellement qui aboutissent à des refus, donc c'est quasi systématique. Et les autres? Et sur d'autres types de motifs, et typiquement sur ce qui relève du droit d'asile, quand vous obtenez par exemple le statut de réfugié en France, vous avez le droit tout de suite à un titre de séjour de 10 ans. 10 ans. Tout de suite, 10 ans. Et vous avez aussi le droit à ce qu'on appelle la réunification familiale, qui est une sorte de version maximale du regroupement familial. C'est-à-dire que quand vous êtes réfugié, vous pouvez faire venir votre épouse et vos enfants mineurs sans critères de ressources, de logement, de durée de résidence, qui sont exigés pour le regroupement familial. Ce que les Suédois font de manière très drastique. Il y a des critères de ressources qui sont absolument gigantesques maintenant en Suède. Alors, un autre extrait pour qu'on comprenne quand même comment ça marche. Abdoulaye le passeur, donc, qui nous explique comment ça fonctionne, comment ils arrivent à être en contact et combien ça coûte aussi. Combien ça coûte? Est-ce qu'il peut nous expliquer précisément comment il fait ce métier-là? état bi du dara lu dul rencontre la rek quoi ay nit yu toog bëgg gis dara bëgg dara toog waxtaane ko dañuy dem dañuy habillé wu dañuy mel na kuy dem géej. Et ils sont combien par bateau? Des fois ci pirogue la du bateau gaal la des fois mën nañu nekk 200 des fois ça dépend ne ko ñun bu ñu jógee Ndar c'est très normal ñu laal géeju Mauritanie après géeju Mauritanie beneen cap la ñuy defar muy Nouadhibou après Nouadhibou direct beneen cap direct la ñuy jël Espagne direct la ñuy jël. Il y a beaucoup de monde? Oui, il y a beaucoup de monde qui veut partir jusqu'à présent. Il y a beaucoup de monde qui veut partir. Vous imaginez le périple, quand on connaît la côte mauritanienne et même marocaine, c'est une sacrée distance à parcourir au péril de leur vie aussi, donc ils reculent devant rien. Et vous aurez noté, Amaury, une fois que les passeurs repartent, donc ils sont lâchés au Maroc. Donc en fait, c'est à partir du Maroc qu'après ils franchissent le dernier cap de la Méditerranée via Gibraltar, via certains peut-être qui partent vers les Canaries pour rejoindre l'Europe. Oui, bien sûr, et d'autant qu'en plus, les migrants ont tendance à s'adapter en fonction des politiques nationales menées notamment par certains pays du sud de l'Europe, l'Italie, pour ne pas la citer, qui a, grâce à Giorgia Meloni, permis de réduire de plus de 60% le nombre d'entrées de migrants sur son sol. Donc,
très logiquement, les migrants utilisent d'autres voies de circulation, de transport, et notamment à l'ouest de la Méditerranée. Mais globalement, toute la frontière sud, malheureusement, est une passoire. Les migrants passent très largement les frontières. Les forces de police ne sont pas suffisantes. C'est pareil d'ailleurs à la frontière au niveau de la Manche. Vous avez plus de 41 000 personnes qui ont réussi à traverser la Manche et à rejoindre le Royaume-Uni l'an dernier. Et vous avez au moins 29 migrants qui sont morts noyés du fait notamment de ces passeurs qui sont des organisations criminelles qui exploitent la misère humaine pour faire du business. Alors, on parlait tout à l'heure de la Somalie, il y a l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan. Après, le Soudan, bon, ce sont des zones qui sont chroniquement en guerre. Hein, on le voit bien encore dans le Sud-Soudan en ce moment. Là, il y a une autre difficulté, c'est la barrière de la langue. Ou alors, ces migrants-là n'ont pas vocation à rester en France et ce sont ceux qui essaient de partir peut-être vers d'autres pays anglophones ? Alors, dans un certain nombre de cas, les migrants de ces pays anglophones ont effectivement pour destination privilégiée le Royaume-Uni. Ouais. D'où le fait effectivement qu'on retrouve beaucoup de Soudanais ou de Somaliens à Calais, où ils font partie des nationalités parmi les plus nombreuses. On a néanmoins une politique de gestion de notre frontière avec le Royaume-Uni qui consiste à proposer proactivement à ces migrants de déposer une demande d'asile en France, même si ça n'est pas leur destination privilégiée. Et de manière générale, pour ce qui est des flux de demandes d'asile, la France est ce qu'on appelle un pays de rebond. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nos voisins se rendent plus restrictifs sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, sur les conditions d'octroi de l'asile, et que nous, à l'inverse, nous ne bougeons pas alors que nous étions déjà parmi les plus attractifs, et les flux qui se dirigeaient vers d'autres se dirigent maintenant vers la France. Récupération. Absolument. Et puis ces accords du Touquet qui ne sont pas tellement favorables, il va peut-être falloir les rediscuter. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Pour l'instant, c'est au point mort. En fait, il y a la question des accords du Touquet, elle est complexe dans la mesure où les questions sont vraiment plus en amont et plus en aval. Plus en amont parce que la porosité des frontières européennes est un sujet majeur. Comment ces Somaliens ou ces Soudanais arrivent-ils jusqu'à Calais ? Globalement, parce qu'on a ce qu'on appelle un principe de non-refoulement dans le droit de l'Union européenne. On ne peut pas empêcher les gens de rentrer, globalement, s'ils veulent déposer une demande d'asile. Et le problème est aussi en aval du côté du Royaume-Uni, parce que c'est très facile de vivre et travailler en tant que clandestin au Royaume-Uni. Et donc les accords du Touquet, c'est gérer une situation qui est structurellement problématique. Je vous fais réagir un dernier extrait. C'est un migrant qui dit combien il a payé pour parvenir jusqu'en France. Il est dans le 15e maintenant. Comment vous êtes venu en France ? Au bateau, c'est ça, en vérité. Vous avez payé quelqu'un pour prendre le bateau ? Oui, bien sûr. Un passeur ? Ouais. Vous vous souvenez de la somme, combien vous avez payé ? 4 000 €. Vous êtes plusieurs dans ce cas de figure, ici, à être venus en payant des passeurs et à être ici, au final, dans le 15e arrondissement de Paris ? Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup des Africains. 4 000 €, c'est une somme considérable, évidemment. Mais on sait comment ça se passe. Il y a des tontines, des choses comme ça. On cotise dans la famille ou dans les quartiers, parfois, entre voisins, pour faire en sorte qu'au moins une personne parviennent jusqu'en Europe et puissent après redistribuer équitablement tout ce qu'ils ont investi. Mais c'est pour ça qu'effectivement, on parle vraiment de trafic d'êtres humains. Il y a toute une économie, il y a toute une mafia. Oui. Il y a même effectivement des gens qui vont ne pas pouvoir tout payer et donc ils vont être réduits à devoir de l'argent aux clandestins. Et là, c'est une spirale infernale. On sait qu'une partie de la prostitution vient aussi de ces réseaux-là. Et donc, il y a tout un écosystème mafieux qui est effectivement extrêmement grave et qu'on a sous-estimé par justement fausse générosité. Jean-Claude, le mot de la fin. C'est vrai que les dégâts, on les voit, je dirais, tous les jours, hélas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps, peut-être, M. Pouvron-Monty, que la France décide, ou fasse une espèce de bras de fer avec l'Europe, et décide que les problèmes d'immigration, actuellement totalement hors de contrôle, on vient de le voir, soient exclusivement de la compétence nationale. En 2 mots. Ça, c'est rêvé. Allez, en 2 mots, parce que la question est longue. On n'en parle pas du tout. S'il vous plaît. Écoutez, on peut y arriver, mais aujourd'hui, on est dans la situation où c'est l'Union européenne qui nous pousse à être plus restrictifs que nous le sommes. C'est-à-dire que la France, sur la rétention administrative, par exemple, va beaucoup moins loin que ce que permet le droit de l'Union européenne. Ne serait-ce que revenir dans la moyenne européenne sur ce sujet, ce serait déjà un progrès. Merci beaucoup, Nicolas. Vous nous avez beaucoup éclairé aujourd'hui. C'est toujours intéressant d'avoir ces visions transversales sur des sujets de société pareils.